Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Amandine Piron et je vais vous parler aujourd'hui avec une triple casquette. Donc, je vais juste le préciser en 30 secondes. Donc, je suis effectivement universitaire et plus précisément doctorante rattachée au laboratoire Le Labers de l'UBO, qui est un laboratoire en sociologie. Parallèlement, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Colporter, qui accompagne le développement des pratiques collaboratives sur les territoires et notamment dans le Grand Ouest. Et enfin, je suis rattachée au collectif WeShare en tant que représentante de Bretagne. Donc le collectif WeShare, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, ça a fait pas mal de bruit au niveau des médias. C'est en fait un collectif international qui s'intéresse au phénomène global de l'économie collaborative et qui cherche un petit peu à mieux le comprendre et à le décrypter les effets que ça produit au niveau de notre société. Voilà. Alors, la consommation collaborative, du coup, juste pour préciser, la consommation collaborative, je pense que quand on évoque le mot spontanément, généralement dans la tête des gens, c'est soit rien que ça donne, soit c'est Airbnb, Blablacar, à la limite Le Bon Coin pour certains, ou Uber, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments dessus. Du coup, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ces grandes données-là. Mais forcément, on va commencer par parler des leaders mondiaux ou européens. Airbnb est en fait une start-up américaine lancée en 2008 par des étudiants à l'époque qui permet la mise en relation entre particuliers qui souhaitent partager un logement. Donc un particulier qui offre une nuitée ou son logement pour la location de courte durée et un particulier qui souhaite pouvoir accéder à ce service-là. Ce Airbnb aujourd'hui est développé dans 75 pays et valorisé à 10 milliards de dollars. Ils ont fait une levée de fonds de 500 millions de dollars qui est l'une des plus grosses levées de fonds et qui fait qu'aujourd'hui ils sont dans le petit club très resserré des startups valorisées à 10 milliards de dollars. Ils ont dépassé Facebook, Yahoo, Google ou toute autre entreprise. Et au Nouvel An dernier, pour information, il y a quand même eu, pour la nuit du Nouvel An, plus de 500 000 nuitées qui ont été réservées à partir de cette plateforme. Le deuxième grand projet, Blablacar, qui a été une grande fierté nationale puisque c'est une des startups qui a fait la plus belle levée de fonds, avec une levée de fonds de 100 millions de dollars. C'est une start-up qui est un peu plus récente, un peu plus jeune, un peu plus vieille, puisqu'elle s'est développée en 2004. Aujourd'hui, il y a 8 millions d'inscrits, 3 millions en France, 1 million en Allemagne. Ils sont implantés dans 12 pays, ils vont jusqu'en Russie, et ils sont valorisés à 1 milliard de dollars. Ces grosses plateformes-là qui font le plus de bruit, qui tirent en fait le mouvement de la consommation collaborative, qui a permis en fait en France de donner de la visibilité à ce sujet, ont une caractéristique, c'est qu'elles reposent forcément sur un fonctionnement de plateforme numérique, donc où la mise en relation entre les offreurs et les demandeurs passe par une plateforme numérique, et elles appellent à une masse critique importante. Donc, on voit aboutir ce phénomène un peu de monopole qui se met en place, puisqu'aujourd'hui Blablacar a quand même un gros monopole sur le secteur du covoiturage, de même qu'Airbnb sur le secteur des locations. Mais ce qui me semble important de soulever, c'est qu'en parallèle de ce développement de ces gros projets, se développe en fait une multitude, un foisonnement de petits projets qui pèsent énormément, peut-être pas en termes de poids économique, c'est sûr qu'ils ne sont pas valorisés à 1 milliard de dollars, mais ils pèsent parce qu'ils traduisent une évolution forte des pratiques. Ainsi, pour en prendre quelques-uns, on voit par exemple les Greeters, c'est un mouvement assez récent qui compte 120 groupes en France et 16 en Bretagne. C'est un mouvement international qui est né en Angleterre. Un Greeter, c'est en fait tout simplement un guide touristique bénévole qui a envie de faire visiter sa ville. Et ce phénomène-là, des fois, il se développe de manière autonome, comme à Nantes, c'est une association de Greeters qui se met en place. Et dans d'autres situations, c'est carrément l'Office du tourisme en fait, qui accompagne et qui anime le développement de ces Greeters. Alors qu'on pourrait se dire que c'est une concurrence immédiate qui est faite au service qui est rendu par les offices du tourisme. Et certaines collectivités, comme le pays de Brocéliande, accompagnent même la structuration et le développement de cette forme de projet. Dans d'autres domaines comme les services, il y a les SEL qui sont en fait des vieux projets. Ça fait très longtemps que les SEL existent. Ça s'appelle des systèmes d'échange locaux. Et alors qu'on aurait pu penser à un essoufflement de cette forme de partage qui est né bien avant le numérique, dès les années 60, en fait, il y a eu un renouvellement et un engouement beaucoup plus fort qui s'est fait sur cette forme de service. Et aujourd'hui, 50% des SEL se traduisent par la mise en forme d'une plateforme numérique. Et il y a tous les jours des nouveaux SEL qui se développent. Et il y en a énormément en France.
Au niveau des free cycles, c'est également un mouvement international. Il y a plus de 40 groupes en France, dont 6 en Bretagne. Il faut savoir que les free cycles peuvent atteindre jusqu'à 500 membres en Bretagne, donc ce n'est pas des petits groupes, ça commence quand même à représenter un certain nombre de personnes. Et le free cycle, ça repose sur le don. Alors qu'en parallèle, on peut penser par exemple à Le Bon Coin, qui est exactement la même chose. C'est vraiment l'idée de pouvoir échanger en fait des objets. C'est vraiment l'échange, la vente, la circulation des objets qui est permise par ce service. Mais l'un repose en fait sur une structure informelle. FreeCycle est un groupe Yahoo, il n'y a pas de structuration juridique et repose sur une économie du don, alors que l'autre, comme Le Bon Coin, s'appuie sur une SARL et repose sur une économie monétaire. Je m'arrêterai sur le dernier point qui est les AMAP. Elles sont nées en 2001 en France. On est rendu 14 ans plus tard. Il y en a 1600 groupes, soit 270 000 consommateurs et 240 groupes en Bretagne. Elles se développent extrêmement vite. Au cours des 3 dernières années, le taux de croissance est extrêmement important. Et en parallèle, on voit se développer aussi d'autres formes de groupements de consommateurs comme la ruche qui dit oui, qui a rendu à plus de 750 ruches aujourd'hui, qui est maintenant allée sur le marché international. Et ce qui est intéressant, c'est que la ruche qui dit oui est une start-up, alors que les AMAP sont des associations locales. Donc on voit que finalement, derrière ce vocable de consommation collaborative, il y a une multiplication des formes d'économie et des formes entrepreneuriales également. Il y a des groupes informels, il y a des associations, il y a des coopératives, il y a des start-up, des grosses SARL un peu plus structurées et ancienne, il y a de l'économie du don, il y a de l'économie monétaire, il y a de la réciprocité. Donc oui, il y a bien, ce mouvement-là est bien tiré par certains gros leaders qui pèsent, qui valorisent, qui permettent de faire évoluer les pratiques et les habitudes des consommateurs aussi, mais il y a bien ce foisonnement d'initiatives qui est présent et qui donne de la réalité sur nos territoires. Face à toutes ces évolutions, les secteurs traditionnels sont bien sûr impactés. On voit 3 formes de réaction un petit peu se mettre en place. Une première stratégie qui relève de la stratégie du blocage. Je pense que nombreux sont ceux d'entre vous qui ont entendu parler des manifestations des taxis par rapport au développement de Uber Pop en France. Donc c'est pas qu'en France, hein, c'est vraiment un phénomène qui concerne de nombreux pays. Et la stratégie qui a tendance à se dégager par rapport à ça, en tout cas celle qui semble être prise pour la France, c'est de faire blocage, donc de verrouiller réglementairement le développement possible de ce service en interdisant en fait ce service. J'ai oublié de le présenter pour ceux qui ne connaissent pas, pardon. Uber Pop est en fait un service de mise en relation entre particuliers pour effectuer des courts trajets. Donc concrètement, c'est du taxi amateur et pas du taxi professionnel. Du coup, ça vient confronter en fait directement la profession des taxis, qui est quand même une profession extrêmement réglementée en France. La deuxième stratégie, c'est la stratégie d'adaptation que j'illustrerai avec la SNCF, qui a vu l'année dernière, en fait, ça fait déjà à peu près 3 ans qu'ils ont conscience de la grosse concurrence que leur pose Blablacar, puisque l'année dernière, Blablacar faisait à peu près 600 000 trajets mois, ce qui représente 5% du nombre de trajets vendus par Voyage SNCF. 5%, ça commence à être beaucoup pour la SNCF. Du coup, dès 2012, ils ont commencé un petit peu à regarder comment ils allaient pouvoir réagir. Alors, contrairement à certaines rumeurs, la SNCF n'a jamais racheté Blablacar. En fait, elle a acheté 1-2-3 en voiture, qui était une plateforme aussi qui proposait un service de covoiturage. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans d'observation, de tests à partir des différentes plateformes qu'elle a rachetées, l'année dernière, en septembre dernier, la SNCF a lancé sa propre offre de covoiturage qui est Idevroom, en essayant de s'adapter et en étant sur un marché un petit peu parallèle, en disant qu'elle était vraiment sur les trajets de courte distance, le domicile-travail ou le domicile-gare SNCF. Mais évidemment, c'est une plateforme qui pourra être également utilisée pour des trajets plus longs et qui entre directement en concurrence avec Blablacar. Et la troisième stratégie, c'est une stratégie d'innovation que là j'ai illustrée avec Auchan et Quirky. Donc Auchan, voilà, une chaîne de centres commerciaux alimentaires. Quirky est une entreprise américaine qui propose du crowdsourcing. Et en fait, l'alliance qui s'est faite se traduit sur une stratégie d'innovation. C'est-à-dire que Auchan, aujourd'hui, les clients d'Auchan peuvent se rendre sur le site internet d'Auchan et proposer une idée qu'ils aimeraient un jour voir commercialisée, une idée qui n'existe pas, qui répondrait à un nouveau besoin qui aujourd'hui n'est pas dans les rayons d'un centre commercial. Et du coup, les gens peuvent proposer leur idée et ensuite il y a des votes. Donc toute la communauté Quirky va voter pour les différents
les différentes idées qui sont proposées et les meilleures idées seront développées. L'inventeur, il va être accompagné, il va être outillé par différents professionnels et une fois que l'idée va être commercialisée, il pourra en retirer un bénéfice sous forme de royalties à hauteur de 30 à 40% des bénéfices qui en seront retirés. L'invention est brevetée et rattachée au nom de l'inventeur. Et en fait, pour Auchan, il y a un gain énorme puisqu'ils n'ont plus d'études de marché à faire en amont. C'est une vraie évolution de leur stratégie d'innovation parce qu'ils sont sûrs que les produits qui ont été votés et développés par les inventeurs et qui ont été proposés par les consommateurs d'Auchan vont avoir un grand succès derrière. Du coup, ça modifie complètement la relation client et également leur stratégie à eux d'innovation en interne. Voilà. Alors, la grande question sur la consommation collaborative, c'est est-ce que c'est un mouvement de fond ou est-ce que c'est un effet de mode ? Moi, je répondrais que c'est vraiment un mouvement de fond. En fait, c'est le développement de la consommation collaborative. Il date à peu près de 2005 et il a vraiment explosé en France à partir de 2009. Il y a à peu près 3 éléments pour moi qui permettent un peu d'expliquer ce développement. Le premier, évidemment, c'est le développement du numérique, puisque la connexion des ordinateurs aujourd'hui via les réseaux permet cet échange avec un très grand nombre de personnes et de particuliers sans même se connaître. Donc sans cette technologie-là, ce développement à une telle échelle n'aurait pas pu avoir lieu. Ensuite, il y a le phénomène de crise. Ça a joué un rôle de catalyseur. On voit bien que le développement de la consommation collaborative a explosé à partir de 2009, qui correspond également à une période de crise pour la France. Et le troisième phénomène, c'est une évolution en fait, des attentes et des souhaits des consommateurs. Il y a vraiment une évolution au cours des 5 dernières années des envies exprimées par les consommateurs. On est passé d'une société consumériste pour du bien-être dans l'acquisition et la possession à l'envie d'avoir une consommation qui soit plus raisonnée et qui résonne en termes de plaisir. Toutes les études montrent qu'on n'achète pas uniquement, en tout cas, pour répondre à un besoin. On a aussi, ce qui va arbitrer nos choix, c'est aussi le plaisir qu'on va avoir dans cette consommation-là et une certaine prise en compte croissante des enjeux écologiques et sociaux dans les différents actes de consommation. Et la combinaison de ces trois situations donne un climat assez favorable au développement de la consommation collaborative. Il y a Michel Serres qui a écrit un livre qui s'appelle Petite Poussette. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le recommande. C'est un tout petit livre. Il est philosophe, Michel Serres, et il explique parfaitement en fait ce qui est en train de se passer depuis les années 80 au niveau de la société. Il n'a pas peur des mots. Lui, il dit qu'on est dans une 3e révolution au même titre que l'imprimerie et l'écriture ont été les 2 premières révolutions. Il explique qu'en fait, pour lui, la manière dont le développement du numérique impacte la société, c'est bien au-delà qu'une question de tuyaux et d'infrastructures. Le numérique, il a façonné nos cerveaux, il façonne au quotidien nos cerveaux et aujourd'hui, on ne classe pas dans notre tête les dossiers de la même manière, on ne communique pas de la même manière, on ne se situe pas dans l'espace de la même manière et tous ces éléments-là contribuent en fait à faire évoluer cette société, à la mettre en transition et favorisent le développement d'une économie plus collaborative. Donc, je ne vous ai toujours pas dit ce que c'était finalement la consommation collaborative. Je n'ai pas commencé par cette question parce qu'il n'y a pas de définition officielle. Donc un coup, on parle d'économie collaborative, un coup, on parle de consommation collaborative, un coup, on parle d'économie du partage. En fait, il n'y a pas de définition officielle. Il y a un périmètre, par contre, qui est communément admis, qui repose sur 2 indicateurs. Donc la consommation collaborative peut être caractérisée comme une pratique de consommation qui repose sur une organisation entre pairs. Donc c'est bien un consommateur qui va s'adresser à un consommateur, une entreprise qui va s'adresser à une entreprise, un individuel qui va s'adresser à un individuel. On est sur une égalité de position et qui repose sur une communauté de confiance. C'est tout simplement ce qui va distinguer la consommation collaborative de la pratique d'entraide avec votre voisin, avec votre famille, avec des personnes que vous pouvez rencontrer au quotidien dans votre milieu. On n'est pas sur une économie informelle de voisinage. Il y a une communauté de confiance qui se crée entre des personnes qui ne se connaissent pas ou qui ne se connaissaient pas auparavant. On peut caractériser la consommation collaborative à partir de 3 familles. La première famille, c'est tout ce qui est lié à la redistribution. Donc acquisition de biens d'occasion, achat, vente, troc ou don. Donc là, on voit bien qu'on vient frotter un petit peu ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au partage, l'accès mutualisé à un bien ou un service. Donc là, on pense tout de suite aux parcs d'autopartage, aux parcs de vélos qui peuvent se développer dans pas mal de villes également, où on voit un accès mutualisé. C'est des parcs qui appartiennent soit à du privé, soit à du public, qui mettent sur l'espace public ces parcs de vélos ou de voitures, et les gens peuvent
avoir accès à l'usage de ces véhicules sans en être le propriétaire. Donc là, ça vient interroger une autre forme d'économie qui est l'économie de la fonctionnalité. La troisième branche, s'organiser, on est vraiment sur le regroupement de consommateurs pour un accès collectif à un service. Alors, ce qui est le plus facile à se représenter, c'est vraiment les groupements d'achat au niveau alimentaire, tels que les AMAP ou les Ruches Kidiwi, qui sont des regroupements de consommateurs et de producteurs, et c'est bien ce regroupement-là qui leur permet d'accéder à une autre forme de consommation. Et là, ça vient un petit peu interroger le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc finalement, la consommation collaborative, elle n'a pas de définition propre, elle a un périmètre, puis elle vient un peu se frotter un coup à l'économie circulaire, à l'économie de la fonctionnalité, à l'économie sociale et solidaire. C'est ce qui la rend aussi malléable, aussi puissante et en même temps aussi difficile à définir. Voilà. Depuis 2 ans, j'ai coordonné une étude au niveau de l'Ouest, donc les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique. C'était un choix économique, pas un choix militant politique, et c'était il y a 2 ans. Et du coup, on a voulu en fait faire un petit peu un état des lieux pour se dire mais c'est quoi les projets et les pratiques, où est-ce qu'on en est en Bretagne, enfin, est-ce que c'est une réalité, est-ce qu'il y a que les plateformes Blablacar qui interrogent les Bretons, comment chacun s'approprie et s'investit un peu dans ce mouvement-là. On a interrogé d'abord les projets. Alors, ce que j'entends comme projet, c'est tout projet, peu importe sa structuration et son modèle économique, dont le siège social est situé sur l'un des 5 départements qu'on a étudiés. Donc, c'est important. C'est vraiment le siège social qui nous a permis de les identifier. On a recensé plus de 810 initiatives. Comme on peut le voir, en fait, le poids des initiatives n'est pas le même en fonction des départements, mais ça correspond tout à fait, en fait, au poids démographique de chaque département. Donc, ce n'est pas un résultat qui nous a vraiment surpris. La Loire-Atlantique est peu peuplée, elle a un poids en termes de projet plus important. Voilà, ça correspond à peu près. En termes d'implantation de ces projets, c'est des projets qui sont majoritairement implantés dans les milieux urbains. Et 36% de ces projets sont implantés dans les 3 plus gros pôles urbains de Bretagne, à savoir Nantes, Rennes et Brest, qui sont aussi des pôles qui ont des infrastructures importantes pour accompagner la créativité, la création d'entreprises et la création d'activités. Les deux autres données ont été un peu plus surprenantes puisqu'elles vont en fait à contresens de l'imaginaire collectif qu'on nous a façonné ou qu'on s'est façonné sur le sujet de la consommation collaborative, puisqu'on voit que 80% des projets sont sous statut associatif. Alors que quand on passe à Blablacar ou Airbnb, ces projets-là où je vous ai dit en début de présentation, si je vous demande à quoi vous pensez quand on parlait de consommation collaborative, spontanément, c'est ces projets-là qui viennent. On n'est pas sur des statuts associatifs. Et pourtant, le développement de la consommation collaborative en Bretagne repose bien sur 80% de projets associatifs. Ensuite, on a interrogé la question du numérique. Alors attention, quand c'est écrit 20% de projets numériques, ça ne veut pas dire que en fait, 20% de projets numériques, ça veut dire qu'il n'y a que 20% dont la mise en relation entre les pairs se fait par l'intermédiaire d'une plateforme. C'est-à-dire que Airbnb aujourd'hui, pour pouvoir accéder, ou Blablacar, pour pouvoir être mis en relation, pour pouvoir assurer la mise en le service, il faut se rendre sur une plateforme numérique. 80% des autres projets interrogent le numérique, mais ne reposent pas exclusivement sur une plateforme. Ils vont avoir un site internet, ils vont avoir un groupe de discussion, ils vont utiliser un groupe Facebook en appui. Les usages sont assez divers, mais la mise en relation n'est pas exclusivement en ligne. En termes de profil, donc 85% des répondants pratiquent régulièrement la consommation collaborative, à savoir au moins plusieurs fois par an. La consommation collaborative est vraiment très implantée. Ce chiffre-là est élevé et il correspond en fait aux mêmes, on va dire, aux mêmes évaluations à peu près qu'ont pu être faites au niveau national. Donc, les Bretons pratiquent la consommation collaborative comme les Français, comme tout le monde. En termes de profil, c'est également assez similaire à toutes les études qui ont pu être faites. On est vraiment sur un profil qui est plutôt jeune, qui est plutôt urbain, qui est plutôt connecté et qui est plutôt féminin. Ensuite, on a regardé un petit peu les secteurs. Donc là, sur cette slide, vous voyez sur la gauche le poids des secteurs en pourcentage et sur la droite, le poids des secteurs en termes de pratique. Puisqu'effectivement, les Bretons ne font pas nécessairement... Enfin, les Bretons, en plus, c'est pas que les Bretons, hein, c'est les habitants de l'Ouest ne font pas nécessairement appel à des projets ou exclusivement appel à des projets qui sont implantés, dont le siège social est implanté sur ces départements-là. Exemple, Blablacar, le siège social n'est absolument pas dans l'Ouest, il est à Paris.
Ce qui ressort très fortement, c'est le poids du secteur alimentaire en termes de projets. On est vraiment sur une diversité et un foisonnement de groupements d'achat. Et en termes de perspective, il y a une augmentation très forte, puisqu'on sous 6 mois, il y a plus de 60% d'augmentation de recours à cette forme de consommation qui a été exprimée. Donc c'est une tendance qui va être appelée à continuer à augmenter. Au niveau du poids des pratiques, au niveau de la culture et de l'équipement, c'est deux secteurs qui sont très fortement développés et qui reposent vraiment sur le marché de l'achat-revente, don et troc d'objets, donc d'objets culturels ou d'objets d'équipement. On est vraiment sur l'achat-revente. Au niveau de la mobilité, bien sûr, le poids du covoiturage est extrêmement important. 22% des répondants pratiquaient régulièrement le covoiturage, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, ce qui était énorme. Et on peut voir aussi le secteur de l'autopartage qui restait encore une niche il y a quelques années, qui commence à se développer assez fortement en Bretagne, notamment tiré par des projets publics. Le CG22 notamment a fait a vraiment investi dans ce domaine-là. Je sais qu'à Lorient, il y a aussi une flotte d'autopartage qui est en développement et d'autres collectivités plus petites qui se sont intéressées à cette forme-là de mobilité. Le dernier secteur sur lequel j'attire votre attention, c'est le tourisme-hébergement, puisqu'on voit qu'il y a 31% de pratiquants qui ont répondu favorablement. En fait, on est vraiment sur la question de la location entre particuliers de logements. Du coup, c'est vraiment une pratique qui est très bien développée et qui est très bien implantée, la location entre particuliers. Et on sait bien que Airbnb est vraiment une des principales plateformes utilisées. Donc là, ça réinterroge les services globaux. Alors, qui sont ces consommateurs ? Ce qu'on sait, c'est que la motivation est avant tout économique, ça a bien été confirmé, bien que les préoccupations écologiques et sociales ne soient pas loin. Le principal frein, c'est vraiment la question de la lisibilité de l'offre. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver le bon service qui répond à notre besoin, et ça a été le premier frein exprimé. Et les deux autres freins sont plus d'ordre culturel. Un premier frein qui est sur un peu la peur de l'inscription et de l'accès en ligne via le numérique. Et le troisième qui est la peur de l'inconnu, puisqu'effectivement, les consommations collaboratives reposent avant tout sur du partage entre inconnus. Il n'y a pas de consommateur collaboratif. Et ça, toutes les enquêtes le disent, nous on l'a constaté également. On ne peut pas dire qui est le consommateur collaboratif, parce qu'en fait, il n'y a pas un consommateur collaboratif, il n'y a pas des profils non plus de consommateurs collaboratifs, il y a des situations. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs formes d'usage qui vont être interrogées et qui ne sont pas les mêmes en fonction des moments de consommation et en fonction des secteurs de consommation. Donc une même personne peut cumuler une, deux ou trois formes d'usage différents. La première forme qu'on a identifiée, c'est la forme pragmatique. Donc c'est vraiment, à un moment, il faut arbitrer pour faire un choix de consommation et finalement, je vais aller vers ce qui est le plus simple, le plus pratique. Que ce soit à travers un service de consommation collaboratif ou non, finalement, ça m'est bien égal. Ce que je veux, c'est quelque chose qui réponde le mieux à mon besoin. La deuxième forme est vraiment un engagement éthique. C'est vraiment l'envie de trouver, à travers la consommation collaborative, un moyen de répondre à ses valeurs et à ses aspirations. La troisième forme est beaucoup plus engagée, c'est vraiment une alternative aux formes de consommation classiques et une envie d'aller vers un autre rapport à la consommation. Et on pourrait vraiment penser que c'est des profils identitaires et en fait on se rend compte que vraiment pas, quelqu'un va pouvoir avoir un rapport très engagé par exemple dans l'alimentation et quelque chose de très pragmatique par rapport à sa mobilité. Les formes d'usage se combinent en fonction des situations, en fonction de si on est en vacances ou si on travaille, si on est en week-end ou si on a des enfants ou si on les a pas en ce moment. Voilà, ça varie vraiment en fonction des situations. La consommation collaborative en France, elle s'est très bien développée. On est considéré comme pionnier au niveau international dans le développement de la consommation collaborative. Une récente étude commanditée par le PIPAM, donc par le ministère de l'Intérieur, a confirmé ce positionnement-là en identifiant en fait un certain nombre de critères sur lesquels la France est arrivée en premier. Donc que ce soit en termes de dynamisme entrepreneurial, en termes de diversité des secteurs impactés par la consommation collaborative, mais aussi en termes de pratique ou de maturité de réflexion sur le sujet. Par contre, il y a un vrai enjeu autour de la construction d'un écosystème favorable. Alors forcément, il y a les enjeux de régulation économique. On voit différents territoires qui se positionnent dessus déjà. Au niveau par exemple au niveau de Berlin et au niveau de New York, le service Airbnb a été interdit.
Au niveau du beurre, il va être normalement interdit en France. On voit d'autres villes, comme par exemple Amsterdam, qui n'a pas décidé d'interdire, mais d'accompagner le développement de Airbnb. C'est une autre position, en encadrant en fait l'accès à ce service-là, en s'assurant que les personnes qui font appel à ce service-là sont bien propriétaires de leur logement et qu'il y ait bien une taxe qui soit reversée à la ville. Donc il y a un vrai enjeu autour de la régulation, et les questions pour moi qui se posent, c'est vraiment comment on régule. Est-ce qu'on régule pour interdire ou est-ce qu'on régule pour encadrer ? Est-ce qu'on régule par le biais d'une contrainte posée sur l'utilisateur ? Airbnb, par exemple, à New York, New York a fait le choix de faire porter l'amende sur l'utilisateur et pas sur la personne qui met son logement en location. D'autres villes décident plutôt de mettre les amendes sur le producteur du service. Donc ce serait Airbnb qui aurait directement les amendes. Les stratégies, elles sont extrêmement diverses. Et aujourd'hui, il y a très peu de lignes directrices qui ont été prises. Et en France, les réflexions sont assez faibles sur le sujet de la régulation. Et pourtant, c'est important à un moment qu'il y ait une mise en œuvre en termes d'actes. Le deuxième grand enjeu qui se pose, c'est la question de la lisibilité de l'offre. Je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. C'est le premier frein qui a été nommé par les consommateurs. Aujourd'hui, le marché de la consommation collaborative est assez peu structuré encore. Il y a une diversité, comme je l'ai dit, des formes économiques qui sont assez peu éclairées, assez peu mises en perspective, assez peu comprises. Et du coup, ça donne un marché qui est un petit peu émietté et qui est un petit peu dur à lire. Et pour le consommateur, ça le rend difficile d'accès. Et pour les porteurs de projets, ça nuit également à la lisibilité des projets. Ensuite, il y a la question de l'équité entre les territoires. On a vu 36% des projets ont leur siège social dans les grands pôles urbains. Ben oui, c'est là où il y a une concentration à la fois des consommateurs les plus connectés, les plus jeunes, les plus attirés par ces formes de consommation collaborative, et en même temps les infrastructures favorables pour accompagner le développement de l'entrepreneuriat dans ce secteur. Et la question du partage pour tous, puisqu'on peut déjà voir pointer un certain nombre d'enjeux en termes d'accès à ces pratiques-là, parce que 20% des Français sont encore complètement exclus des services numériques, parce que certains services reposent sur la possession, donc ce qui signifie d'être propriétaire. Il y a une question, tout le monde n'est pas propriétaire de son logement, tout le monde n'est pas propriétaire d'une voiture. Comment on fait dans ces cas-là pour pouvoir accéder à ce service-là ? Voilà, un certain nombre d'enjeux en termes d'équité au niveau des habitants. Voilà, et du coup, je conclurai simplement en vous faisant part du fait qu'après 2 ans d'exploration, on a identifié vraiment le fait qu'il est important de se poser la question pour nous des enjeux que pose le développement de la consommation collaborative à l'échelle des territoires et notamment à l'échelle des bassins de vie. L'acteur public est concerné par ce sujet et il est important dans notre sens que les questions et les mises en mouvement se fassent, pas forcément pour en faire la promotion, mais au moins pour prendre en compte l'ensemble des enjeux qui sont posés par le développement de la consommation collaborative. Et on va développer donc une nouvelle expédition à compter du printemps prochain avec le soutien de l'ADEME pour justement accompagner et outiller les territoires sur ces réflexions-là. Merci. Félicitations. 2 petites secondes.